Bonjour, bienvenue pour ce troisième détour de Catherine Cholez. Cette troisième baguenaude littéraire entre les œuvres va se poursuivre et je continue aujourd'hui de répondre à la demande d'un de mes élèves de seconde, de Nathan, qui m'avait demandé une liste de livres, conseils de livres pour passer de la seconde à la première. J'avais donc commencé mon deuxième détour par le 19e siècle, c'est un 19e siècle un petit peu classique, il faut passer par là aussi. Je propose pour le 20e et 21e siècle des œuvres un petit peu plus moderne. Je vais, bien sûr, dans cette petite baguenaude livresque qui n'engage que moi, prendre en compte mon programme un petit peu de loin, afin que vous puissiez tricoter des liens, mais je vais aussi alterner des auteurs qui sont déjà morts et des auteurs vivants. Parce qu'une année, j'ai eu une classe extrêmement réactive qui s'est agacée de n'étudier, je cite, que des morts. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude d'essayer d'alterner les deux. Mais j'ouvre une parenthèse, et vous savez déjà que la parenthèse est ma ponctuation préférée. J'ai dû expliquer à cette classe avec verve et passion que pour être étudiée par les jeunes générations, il faut que l'œuvre et son auteur soient passés à la postérité, posteritas, le temps qui vient ensuite, c'est-à-dire donc l'avenir. Car si l'œuvre passe le cap de la mort de son auteur, c'est que quelque part cette œuvre est partie pour vivre sa propre vie, bien évidemment, mais aussi de façon symbolique, perpétuer la vie de son auteur, son esprit, son aura. Eh oui, donc, étudier les auteurs morts, c'est leur assurer un regain de vie. Et vous faites aussi œuvre de charité, de générosité, de réciprocité, car vous pouvez enfin leur rendre ce qu'elles vous apportent. Et il faut toujours rendre ce que l'on reçoit. Je reviens donc à mes livres. J'ai fait le choix personnel aujourd'hui de vous offrir une variété d'œuvres hétéroclites auprès desquelles vous pourrez effectuer votre choix. Je vais commencer par le début du XXe siècle, par une femme exceptionnelle, atypique, excentrique, féministe, qui a aimé fougueusement les hommes. Et parce qu'elle était une femme généreuse, elle a aussi aimé les femmes. Elle a écrit, elle a joué au music-hall, elle a fait du théâtre, c'est une artiste libre dans un début de siècle où les femmes étaient surtout des femmes empêchées. Je veux parler d'une femme incroyable, Colette, notre Colette nationale, un simple prénom pour honorer sa gloire, mais une œuvre foisonnante. Alors vous pouvez commencer par les Claudine bien évidemment, puisqu'elle a commencé par ça, elle a commencé à relater sa vie. Claudine à l'école, Claudine en ménage, Claudine à Paris, Claudine divorce. Et puis, ainsi que vous le savez peut-être, parce que jeune, toute jeune, elle a aimé les hommes mûrs, et parce que femme mûre, elle a aimé les jeunes hommes. Vous pouvez aussi lire Chéri, la fin de Chéri, le blé en herbe. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Dialogue de bêtes. Je l'ai lu 2-3 fois dans ma vie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là qu'elle raconte à un moment donné qu'elle est en train d'écrire dans sa maison de campagne, sur son bureau en bois. Elle boit un verre de lait, deux petites gouttes de lait se sont déposées et au moment où elle écrit, elle voit arriver une petite araignée sur un fil qui vient et qui s'approche de la petite goutte. C'est décrit, c'est merveilleux, c'est du Colette. Voilà. Alors pourquoi j'aime Colette ? Elle est facile à lire, son écriture est claire, limpide, aisée, etc., avec un rythme personnel, une petite musique personnelle que seuls les grands sont capables de produire. Alors pour moi, c'est quoi un grand ? Au 19e, ça va être Flaubert, Zola, Maupassant. Au 20e, ça va être par exemple un Céline, un Camus, un Colette. Ils ont un rythme. Vous comprendrez quand vous aurez lu 2-3 Colette. Je tricote des liens avec le cinéma, puisque vous savez que beaucoup de plateformes sont ouvertes et que vous pouvez regarder des films. En 2018, Westmoreland, film américain de ce réalisateur, a réalisé Colette avec la très belle Keira Knightley. Il est accessible gratuitement, je l'ai vu pendant les vacances de Pâques, et c'est une façon d'approcher et de découvrir l'artiste qu'elle a été, notamment l'artiste qu'elle a été dans ses débuts, puisque vous savez qu'au départ, elle a été sous la coupe de son mari qui signait même ses œuvres, les œuvres de Colette, de son nom Willy. Vous verrez tout ça, vous découvrirez sa vie. Colette, donc, mon deuxième livre, c'est là aussi à lire absolument, de Romain Gary, La promesse de l'aube. C'est un livre que j'avais conseillé à mes élèves de seconde, en lien avec La vie devant soi dont je vous parle juste après. C'est ce livre de 1960 qui lui apporte la notoriété internationale.
Romain Gary va raconter ici, c'est autobiographique, Romain Gary raconte sa jeunesse avec sa maman qu'il élève seule, qui a quitté la Russie, qui se retrouve en Pologne à Wilno, qui travaille durement pour essayer de faire de son fils ce qu'elle espère, c'est-à-dire un ambassadeur et un écrivain. Ils vont rejoindre Nice, elle va continuer à travailler rudement pour lui. La guerre éclate, il avait fait l'école de l'air de Salon de Provence juste avant. Et pendant la guerre, il va briller rejoindre la France libre, briller en Grande-Bretagne, Éthiopie, Syrie, Angleterre. Il va terminer la guerre avec le grade de capitaine, compagnon de la libération, et il aura écrit son premier roman, Éducation européenne, en Angleterre. Sa carrière d'écrivain est lancée, et quelque part les vœux de sa maman aussi. Il va pouvoir attaquer une carrière dans la diplomatie. En rentrant à Nice pour revoir sa maman après la guerre, il a reçu des lettres tout le temps. Il apprend qu'elle est morte depuis 3 ans. Il apprend aussi qu'avant de mourir, elle lui a écrit des centaines de lettres qu'une amie de sa mère lui a envoyées pour ne pas le détourner de son ascension sociale. Voilà, c'est absolument fabuleux. Je n'ai pas démérité. J'ai tenu ma promesse et je continue. J'ai servi la France de tout mon cœur puisque c'est tout ce qui me reste de ma mère, à part une petite photo d'identité. J'ai aussi écrit des livres, j'ai fait carrière, je m'habille à Londres comme promis, malgré mon horreur de la coupe anglaise. J'ai même rendu de grands services à l'humanité. Une fois, par exemple, à Los Angeles, où j'étais alors consul général de France, ce qui impose évidemment certaines obligations, en entrant un matin dans le salon, j'ai trouvé un oiseau-mouche qui était venu là en toute confiance, sachant que c'était ma maison. Mais d'un coup de vent en fermant la porte avait emprisonné entre les murs pendant toute la nuit. Il était assis sur un coussin, minuscule, et frappé d'incompréhension, peut-être désespéré et perdant courage. Et il était en train de pleurer, d'une des voix les plus tristes qu'il me fût jamais donné d'entendre, car on n'entend jamais sa propre voix. J'ai ouvert la fenêtre et il s'est envolé. Et j'ai rarement été plus heureux qu'à ce moment-là, et j'ai eu la conviction de ne pas avoir vécu en vain. Tout est comme ça, c'est magnifique. Lire absolument La promesse de l'aube. Je fais une petite parenthèse, j'adore les parenthèses. J'ai une de mes élèves de seconde, Noémie, qui m'a écrit très gentiment pour me dire d'abord qu'elle avait lu cette œuvre, qu'elle avait été très émue à certains moments, mais elle m'a rajouté qu'elle n'était pas certaine d'avoir tout compris. Noémie, vous tous, doit-on tout comprendre toujours quand on dit quelque chose? Non. Je ne crois pas. Laissez les textes et les œuvres mûrir et travailler en vous. C'est aussi le bon côté des lectures, c'est qu'elles vous accompagnent un petit bout de chemin. Et ce travail interne et normal et naturel, laissons les œuvres en nous travailler, se reposer et après rejaillir. Vous penserez à moi un petit peu plus tard, je ferme la parenthèse. Je tricote des liens. Très bon film de cinéma qui est sorti en 2017 d'Éric Barbier, La promesse de l'aube, avec Pierre Ninet qui joue le rôle de Romain Gary et Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de la maman Nina Kasseva. Très bon film. Au théâtre, j'avais eu la chance de voir à Avignon, au théâtre du Chêne Noir, une compagnie belge. Le metteur en scène s'appelle Itzik Elbaz, avec un comédien seul en scène, conteur, qui dit le texte. C'était magnifique. Je cite le comédien, mais excusez-moi, son nom est compliqué, il s'appelle Michel Cassenelen Bogen. Si vous avez l'occasion, je sais qu'ils tournent beaucoup, je sais qu'ils ont beaucoup de succès, si vous avez l'occasion de les voir, le texte dit et écouté, c'est aussi magnifique que de le lire. Voilà. Deuxième livre, et là je fais un troisième livre, et là je fais un lien thématique. Albert Cohen, le livre de ma mère, un livre de 54. Il fut un temps où les élèves me demandaient souvent des conseils de lecture pour des cadeaux, à Noël, à Pâques, fête des mères, etc. Ça fait partie des livres que j'ai souvent conseillés, notamment pour les fêtes des mères, les fêtes des grands-mères, etc. Parce qu'il n'est pas très épais, il se lit très très bien, écriture magnifique. Et puis surtout, ce livre est fondamentalement accessible à tous parce que c'est un merveilleux chant d'amour que livre un homme mûr au souvenir ému de sa mère. C'est très 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 beau. Un tout petit passage
Fils des mères encore vivantes, n'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit en vain si l'un de vous, après avoir lu mon chant d'amour et de mort, est plus doux avec sa mère un soir, à cause de moi et de ma mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Voilà. Bien sûr, si je parlais de Romain Gary, j'avais commencé par là. J'étudie avec Candide, en seconde, La vie devant soi de Romain Gary, l'histoire de Momo, qui croit avoir 11 ans alors qu'il en a 14, qui est élevé par une vieille juive, Madame Rosa, ancienne prostituée, ancienne déportée. Roman de formation par excellence, puisqu'on a un personnage jeune qui va être soumis à une série d'épreuves. Pas de sortie du château de Thundertentronckh ici, mais malheureusement la fin de vie, la maladie et la fin de vie de Madame Rosa. Et puis lui-même, il va se trouver confronté à la propre réalité de sa naissance et à la tragédie qui domine sa naissance. Il va aussi devoir faire des choix, voilà. Une philosophie aussi qu'on va retrouver en fin de texte. Je commence le début. J'adore les débuts de romans. Je trouve que le début de roman, c'est une porte ouverte sur l'aventure. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire, on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ans ou 4, et parfois, ça me manque. La petite philosophie... Ce sont les tout derniers mots du texte. Candide, où l'optimisme disait « il faut cultiver notre jardin ». Chad de Chenouga, lui, il réparait l'adolescent qu'il avait été en créant ce film et ce personnage de Nassim. Le docteur Ramon est même allé chercher mon parapluie, Arthur. Je me faisais du mauvais sang car personne n'en voudrait à cause de sa valeur sentimentale, virgule. Il faut aimer, point. Voilà, on est vraiment pleinement dans tout ça. Voilà. Alors, autre chose intéressante et rocambolesque, bien évidemment, c'est que cette œuvre, Romain Gary, vous voyez à côté Émile Ajar, cette œuvre est sortie sous le nom d'Émile Ajar, au départ, qui a eu le prix Goncourt, un jeune écrivain sorti de nulle part. En réalité, on ne connaîtra la vérité, c'est-à-dire qu'après la mort de Romain Gary, ce dernier avait demandé à son petit cousin Paul Pavlovitch de jouer le jeu en faisant croire que ce livre était de lui. Alors pourquoi ? Il le dit, pourquoi ? J'étais là de n'être que moi-même. J'étais là de l'image Romain Gary qu'on m'avait collée sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans, depuis la soudaine célébrité qui était venue un aviateur avec éducation européenne. On m'avait fait une gueule, peut-être m'y prêtais-je inconsciemment, c'était plus facile, l'image était toute faite, il n'y avait plus qu'à prendre place. Voilà ce que dit Romain Gary. Et puis moi j'ai trouvé aussi intéressant l'idée de cet homme qui décide d'avancer masqué sous le nom d'Émile Ajar pour démasquer la pensée de l'autre. Et l'autre ici c'est qui ? C'est le monde littéraire, c'est le monde de la critique, c'est le monde des lecteurs, c'est peut-être aussi le monde des flatteurs pour pouvoir lui-même se repositionner de façon plus juste et surtout repositionner sa propre œuvre dans l'horizon littéraire de son époque. Je trouve cette démarche très très intéressante. Vous remarquerez quand même tous, entre Colette, entre Albert Cohen, avec aussi ici Romain Gary, on a des vrais personnages, ce sont des écrivains qui sont de vrais personnages, d'incroyables personnages, en plus d'être des créateurs prolixes et généreux. 5e livre à Balzac, La petite tailleuse chinoise de Dai Sijie, qui est vivant. Mes élèves seraient absolument heureux. Des traces autobiographiques ici, puisque Dai Sijie est né en Chine, il a passé 25 ans en Chine avant de venir en France. Il raconte ses années maoïstes dans les années 70. C'est l'histoire de 2 jeunes étudiants, 2 jeunes enfants des villes, Luo et le narrateur, 17 et 18 ans,
pour le roman, qui se retrouvent obligés d'être rééduqués et qui sont envoyés dans la montagne du Phénix, la zone de Sichuan, auprès de paysans incultes. Là, ils vont être confrontés au choc des cultures, ils vont devoir survivre dans des conditions précaires, ils vont faire des rencontres étonnantes, hein, le vieux tailleur et la fille du vieux tailleur, dont Liu va tomber éperdument amoureux, et puis surtout, ils vont tomber sur un bien inestimable qui va les sauver physiquement, psychologiquement, même concrètement, de beaucoup de choses. C'est une valise de mal. Valise de mal d'auteurs français qui ont été traduits par le grand traducteur chinois de l'époque, donc ils peuvent le lire en chinois. Et donc, dans cette valise de mal, il y a Flaubert, Victor Hugo et du Balzac. Et ils parleront énormément de Balzac et son Ursule Mirouette. Quand j'ai travaillé cette séquence pour mes élèves, je n'avais pas lu cette Ursule Mirouette de Balzac. Je l'ai lue. J'étais contente de l'avoir terminée. Mais bon, quand on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, et j'imagine ces garçons dans la montagne, c'est une nourriture que l'on apprécie. Voilà. Donc, roman de formation, très intéressant. Petite variante, cependant, pour ce roman de Dai Sijie, c'est qu'ici, on va, alors, roman de formation, de jeunes garçons qu'on voit évoluer, etc. Ici, on a aussi une petite tailleuse qui apparaît et qu'on va voir évoluer à travers le regard des garçons. Dans un principe de jeu de regard en miroir. Le narrateur regarde Luo, il observe l'histoire d'amour de Luo et de la petite tailleuse. Luo observe la petite tailleuse. Le lecteur observe ce trio et voit que la petite tailleuse évolue. Visiblement, les garçons n'ont rien vu, mais les garçons ne voient pas grand-chose en général concernant les femmes et leur évolution. Je ferme la parenthèse. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette jeune femme qui va s'émanciper et c'est sa philosophie à elle qui va s'imposer dans les dernières lignes du roman. Elle m'a dit que Balzac lui a fait comprendre une chose, la beauté d'une femme est un trésor qui n'a pas de prix. Voilà. Alors, je tricote des liens, là encore, un destin incroyable que celui de Dai Sijie, qui vit actuellement à Paris, puisqu'il a réussi, après la mort de Mao Tse-tung, à reprendre des études à l'université de Pékin. Il a eu une bourse, il atterrit à Paris, il fait des études de cinéma, il reste à Paris, il écrit ce roman, et en 2001, il fera le film, hein, qui s'appelle aussi la même chose, hein, Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie, le film de 2001, et il le fera. Voilà, à lire, à voir, à conseiller, à offrir. Pour répondre à Nathan, s'il y a vraiment un livre qui fait partie de toutes les listes de livres à voir, c'est le livre de Salinger, L'Attrape-cœur, 1951. Là aussi, un personnage Holden Caulfield, il a 16-17 ans. Il se fait renvoyer de son collège 3 jours avant Noël. Il erre littéralement dans New York. On va le retrouver, il perd son innocence, l'innocence de l'enfance, il est en train de grandir, voilà. On voit toutes les réflexions de l'homme qu'il va devenir et de l'enfant qu'il est encore. C'est très très beau, c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors là, lien thématique avec La vie devant soi de Romain Gary, c'est un livre qui lui aussi est écrit dans un langage réinventé, à la fois familier, travaillé, une syntaxe particulière, des vocabulaires un peu grossiers. C'est un livre très imagé, avec un vrai travail littéraire, hein, on peut rejoindre ça avec La vie devant soi au niveau de la création littéraire. Autre point aussi intéressant, c'est le personnage de Salinger, hein, très étonnant personnage, puisqu'il n'a pas supporté la notoriété. Il va s'enfermer dans une petite ville américaine, il va ne plus vouloir aucun contact avec personne, et puis du coup, il va forcément intéresser tout le monde. Et il va devenir une figure mythique, hein, de l'écrivain qui s'enferme. Personnellement, moi, il me fait toujours penser à la figure du personnage d'Aisée Sainte, de l'écrivain Huysmans, qui se trouve dans le livre À rebours, hein, de 1884. Personnage qui va rester complètement enfermé. Il mourra en 2010 à 91 ans. Ce que j'aime aussi particulièrement chez Salinger, ce sont ses nouvelles, notamment la nouvelle célébrissime, hein, Jour rêvé pour le poisson banane. Je trouve que ces nouvelles sont presque plus intéressantes que le roman. Alors ça, Nathan, c'est à lire absolument, hein. Nathan et tous les autres, c'est à lire absolument, hein. Dans toutes les listes de livres qu'il faut avoir lus, celui-là revient toujours. Je continue mon aventure. Autre auteur tout à fait émouvant
que j'aime beaucoup, Christophe Malavoie. Il est vivant, comédien, il fait du théâtre, il fait du cinéma. C'est son deuxième livre qu'il avait écrit parmi tant d'autres. Et il va écrire sur son grand-père. Un pantalon de Garance, une vareuse, une montre à gousset, un portefeuille troué d'impact, quelques lettres d'une femme, un carnet. C'est ce qui reste d'André, atteint le 6 mars 1915 par 5 balles de mitrailleuse lors d'un assaut qui précède le sabre à la main. Après une agonie qui dure 8 jours, il meurt et laisse une jeune femme de 22 ans enceinte et un enfant de 18 mois. À partir de quelques objets de famille encore pétris de douleur, l'auteur, petit-fils d'André, nous fait vivre avec émotion les derniers jours de son grand-père. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait ému, que j'ai souvent conseillé pour la fête des pères, que j'ai fait lire autour de moi. C'est un livre qui plaît beaucoup, à lire absolument, un très bon cadeau aussi à faire éventuellement, très belle découverte aussi. Vraiment, d'un auteur vivant. Autre auteur vivant, et je terminerai par elle, Muriel Barbery, L'élégance du hérisson. C'est l'histoire d'une concierge étonnante qui n'est pas ce qu'elle paraît, méfiez-vous des apparences. Alors, le roman débute par un portrait d'une concierge absolument extraordinaire. Je m'appelle Renée. J'ai 54 ans. Depuis 27 ans, je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un bel hôtel particulier avec cour et jardin intérieur, scindé en 8 appartements de grand luxe, tous, habités tous, gigantesques. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. J'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Je n'ai pas fait d'études, ai toujours été pauvre, discrète et insignifiante. Je vis seule avec mon chat. Un gros matou paresseux qui n'a pour particularité notable que de sentir mauvais des pattes lorsqu'il est contrarié. Lui comme moi ne faisons guère d'efforts pour nous intégrer à la ronde de nos semblables. Comme je suis rarement aimable, quoique toujours poli, on ne m'aime pas mais on me tolère, tout de même, parce que je corresponds si bien à ce que la croyance sociale a aggloméré en paradigme de la concierge d'immeuble, que je suis un des multiples rouages qui font tourner la grande illusion universelle selon laquelle la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré. Alors, ce qui est très très beau aussi, c'est qu'en plus, c'est l'histoire de deux solitudes, celle de cette concierge, mais aussi d'une petite jeune adolescente qui est tout à fait livrée à elle-même et toutes les deux vont se reconstruire, s'épauler, s'aider. Voilà, je tricote des liens avec le film qui est sorti en 2008 de la réalisatrice Mona Achache avec Josiane Balasco dans le rôle de Renée et la petite Garance Le Guillermic dans le rôle de l'adolescente Paloma. Voilà. Vous remarquerez que j'ai commencé par une femme, Colette, une fusée signal, pour reprendre un terme qu'on avait employé pour Apollinaire. Je termine par une femme, Muriel Barbery, et une réalisatrice femme, Mona Achache. Voilà. Merci à vous, je tenais à vous remercier pour vos petits mots d'encouragement, pour les petits coucous de mes élèves, de mes anciens élèves, de mes très anciens élèves. Cela me fait plaisir de vous retrouver et de vous entendre. Je voulais aussi dire merci à ma tante Suzy qui a 88 ans et qui va avoir son anniversaire dans 2 jours et qui s'est abonnée à mes détours. Tout cela me touche et me fait plaisir, vraiment. Ne subissez pas vos vies, je suis fatiguée, ne subissez pas vos lectures, soyez riches de vous-même et des autres, portez-vous bien. À bientôt, bon détour littéraire pour de nouveaux détours. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.